C'est avec un très grand plaisir que nous nous retrouvons pour ce rendez-vous de chaque dimanche à 21h. Cependant, il est souhaitable de vous rappeler la devise de votre magazine, renfermée dans la trilogie fidélité, efficacité et régularité. Comme le veut notre tradition, découvrons donc ensemble, avant toute chose, la composition du plateau de ce numéro. Nous partirons de la droite avec Grégoire Bakandéja, professeur des universités, avocat, arbitre international et acteur politique. Après les professeurs, nous avons Lutumabamou Junior, communicant. Lionel Odinga, avocat au barreau pour la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, chercheur et analyste politique. Et après Lionel Odinga, Joseph Yumbunjo Monabo, analyste politique, expert en questions de sécurité, spécialiste des questions de l'Est et ambassadeur de paix consultant aux Nations Unies. Alors, avec Yumbu, nous pouvons nous rendre à notre gauche. Et à gauche, on rencontre Robert Ngambi. Je suis secrétaire permanent adjoint en charge de questions, des affaires provinciales, questions idéologiques et questions électorales, membre du bureau politique au Parti Lumumbiste unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Et j'ai également une charge horaire à l'Université pédagogique nationale. Après Ngambi Robert, nous avons C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays. Oui, l'unique femme qui vient au forum. Maman Kombo Angèle vous a abandonné seule. Hein? Elle est appelée à des hautes charges et nous appelons les autres femmes qui veulent décortiquer l'information ou des femmes qui envisagent de devenir députées, sénatrices. Venez pour qu'on vous découvre. N'attendez pas la campagne électorale. Ok, après Mami Bongo, nous avons ingénieur Anissé Kapangana, je suis agronome et je suis fermier. Je fais aussi le consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Vous nous faites mourir de faim, monsieur l'agronome? Ah non, c'est la politique qui vous fait mourir de faim. Ok. Alors, après l'agronome, nous avons Pati Joseph Lendo Pfumawa Malemba Nansanga Masika Nambongo, méritocrate. Et souffrez que je puisse refaire de fleurs à celui parmi les rares qui nous ont bien formés, le professeur Grégoire Bakandéja, à qui je dirais merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est une chance pour vous d'être autour du même plateau avec les professeurs. Ok, voilà. Professeur, voilà les fruits du travail. J'en suis flatté. Nous sommes là. Vous, à côté de vous aussi. Ok. Avec votre autorisation, ouvrons une petite parenthèse que nous refermons sans tarder. La répétition est la mère des sciences, dit-on. L'objectif premier de Forum de médias, c'est la profonde réflexion sur la vie nationale et à la fois proposer des solutions plus conséquentes. Question d'esprit polémique, de règlement des comptes et de vengeance n'a pas de place dans cet espace didactique. Nous voilà fermer la parenthèse. Les sommaires. L'insécurité en République démocratique du Congo, à l'heure qu'il est, il se passe à l'ouest des choses semblables à ce qui se passe à l'est. 4 provinces à l'ouest vivent actuellement sous une très très forte tension. Il s'agit des provinces du Kwango, du Kwilu, Mai-Ndombe et de la ville-province de Kinshasa. Sur
le marché, nous avons surchauffe sur les marchés, surtout les marchés quinois. Rien n'est importé pourtant, mais les prix ont pris des ascenseurs. Les fonds de panier de la ménagère ne se remplissent plus. Manger à sa faim devient une gageure. La monnaie de l'oncle Sam nous tient à la gorge. Et voilà de quoi est-ce que nous allons parler. Mais je m'adresse directement à l'ancien ministre de l'économie. Que faire pour que les Congolais puissent chasser de la bouche les mots dollars? Ah, mais il faut faire beaucoup de choses à la fois. Il faut partir de ce qu'on entend par l'économie. L'économie, ça porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Donc ça porte sur le marché. Et lorsqu'il y a une forte demande, qui n'est pas accompagnée d'une offre, en ce moment-là, les prix vont monter. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays, il faut penser à la politique. Quelle est la politique économique dans ces pays? La politique économique par des objectifs. Les objectifs économiques de tout État, avec son partenaire, la Banque centrale du Congo, c'est de lutter contre le chômage, l'inflation et le déficit extérieur. Mais si vous ne travaillez pas, un État s'enrichit de l'efficacité productive de l'ensemble de ses acteurs et du travail. Le travail qui doit être réalisé par l'ensemble des acteurs. Il ne faut pas seulement compter sur l'État. Lorsqu'on est dans un État qu'on qualifie d'économie, un État social, d'économie sociale du marché, il faut que les acteurs privés et l'État puissent travailler ensemble. L'État, c'est encadrer. L'État, c'est intervenir de temps en temps. Mais si on laisse tout entre les mains des privés, bon, voilà les conséquences qui sont celles que vous constatez maintenant. Alors il faut avoir, quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Je sais qu'au niveau du gouvernement, on a pris des mesures consistant à répondre de manière conjoncturelle, mais je pense qu'il faut répondre un peu de manière structurelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser le pays de manière à ce que les acteurs économiques puissent trouver les moyens nécessaires pour développer l'activité économique, notamment dans l'agriculture. Ça passe par quoi? Par des lois qui permettent à un investisseur de venir fructifier son capital. Pas comme les lois que nous avons où on oblige ceux qui amènent l'investissement, la loi agricole par exemple, à être minoritaires alors que ceux qui apportent de l'argent. Ça, ce sont des anomalies qu'on va trouver dans la loi agricole. Deuxième élément, c'est d'organiser, nous l'avons fait, je crois, vers les années 99-2000, organiser dans le pays des structures permettant de répondre à ces défis-là, notamment la guerre alimentaire que nous avons maintenant. C'est parce qu'on n'a pas organisé les gens pour travailler et de manière à produire davantage. Et quand on a une crise comme celle que nous avons maintenant, la crise alimentaire dans le Katanga et le Kasaï, à Kinshasa aussi, à Kinshasa éventuellement, il faut organiser dans le pays un système de collecte des produits alimentaires dans d'autres régions, parce qu'il y a des régions où il y a le surplus alimentaire. Donc il faut organiser que ce produit-là vienne, par exemple, ça peut venir de l'Équateur, vous avez le riz, ça peut venir d'ici, on a le maïs, etc. Et c'est ça qui me pousse à condamner sévèrement ceux qui avaient été entrepris, comme les Mukangalos. Il y a des gens qui ont pris de l'argent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de là. Si on avait Mukangalos, on répondrait à la crise alimentaire. Mais ces gens se promènent, tout le monde est content, ils le rencontrent, mais c'est des choses comme ça qui auraient pu permettre de trouver une solution. Troisièmement, sur le plan de l'organisation, j'ai appris on va créer des structures administratives pour savoir comment gérer. Tout ça, ça ne donnera pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans le pays, nous ayons des banques des Congolais. Au lieu d'injecter l'argent avec les administrations, avec des commissions, on peut, par exemple, renflouer la caisse d'épargne, qui devient alors une caisse d'épargne et de crédit.
Parce qu'on n'a pas de banque agricole. On n'a pas de banque agricole, c'est depuis 90, depuis que Mobutu est parti, il n'y a pas de banque agricole. Donc, mais comment on peut développer l'agriculture dans un pays où tout peut être produit sans utiliser des engrais chimiques? Mais les gens ne font rien. Je vous ai donné un cas la dernière fois, quand on quitte Kinshasa ici pour aller à Kikwit. Sur la route, si vous voulez manger des mangues ou des bananes, il n'y a personne. On ne cultive même pas ça. Les ananas, on ne cultive pas ça. Et on préfère importer le jus de fruits qui viennent des zones désertiques comme l'Afrique du Sud et tout ça, et le Maghreb, même en Europe. Donc nous devons avoir la capacité de travailler. Je vous ai dit que le Congolais a été formaté pour ne pas travailler. Il est distrait même dans sa formation, dans la culture, parce que ceux qui travaillaient au Congo dans l'agriculture n'étaient pas des Congolais. Vous vous souvenez, le Congo central, c'est des Mazombo, des gens qui venaient d'Angola. Au Kasaï, c'est la même chose. Et vous avez le Katanga, bon, dont on parle. Il y a des gens qui venaient de l'extérieur, tout le monde le sait. Maintenant, vous avez des problèmes. Parce qu'il y a eu ces transplantations-là, des gens qui venaient pour travailler, que ce soit dans l'agriculture ou dans les industries. Alors, tant que nous, on n'aura pas ce goût-là du travail, on veut tout avoir gratuitement, on doit tout demander. Et lorsque nous sommes dans des provinces, on trouve des gens valides, mais qui vous demandent de l'argent alors qu'ils ont de l'argent à côté. Les tomates, on peut les cultiver, même dans la parcelle. Ça, les gens ne le font pas. Alors, au lieu de penser à aller acheter à l'extérieur, c'est ridicule pour un pays comme nous, comme le Congo, on va aller chercher à acheter des maïs à l'extérieur. C'est vraiment ridicule, qu'alors on a les capacités de le faire, et à la fois traditionnellement, et à la fois de manière industrielle, de manière semi-industrielle. C'est faisable si les gens décident d'être sérieux et d'éviter ce démon qui habite les gens, le démon de la corruption et du détournement des républiques. Voilà, M. Directeur, comment on peut résoudre ces problèmes-là. Je vais vous donner un cas. En 2000, nous avions des problèmes, parce que l'Est du pays était occupé, on avait la guerre à côté ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons, au niveau du gouvernement, on avait décidé de renflouer avec le Fonds de promotion de l'industrie, l'OPEC, tout ça. On a accordé des crédits à des Congolais un peu sérieux pour que ces Congolais puissent produire localement et alimenter le marché local. Ces solutions-là simples, au lieu de s'occuper tout le temps de la politique que les gens veulent avoir ceci gratuitement volé, on peut, avec la bonne volonté, faire les choses très simples. Si dans votre village les gens mangent correctement, et que dans d'autres villages les gens aussi mangent correctement, il n'y aurait plus cette histoire. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce programme de 145 territoires. C'est des programmes, si les gens étaient consciencieux, devaient accompagner même ces programmes avant. Moi, je vous signale, par exemple, dans ce programme de 141 territoires, je peux dire que parmi les gens qui ont commencé à le faire dans leur territoire d'origine, je suis parmi ces gens-là. Mais je ne vais pas leur demander d'être des candidats et tout ça, parce que je ne vois pas ce que je vais aller faire On a déjà eu tout, hein, puisqu'on a été des politiques et tout ça, on a géré. Mais pour l'instant, on fait ça pour la jeunesse, pour que demain, nos enfants ne disent pas qu'ils ont eu des parents qui étaient des idiots, alors à ce moment-là. C'est pourquoi, bon, comme j'ai mes anciens étudiants qui viennent des politiques, je veux que demain, quand ils seront là, qu'ils organisent déjà chez eux, avoir un petit champ quelque part, même dans la parcelle, cultivée, pour avoir des bitékou, des gaï-gaï. On peut le faire à la maison. Moi, je me souviens que chez moi, j'ai un jardin, pour ça, je le fais. Mais beaucoup de gens ne le font pas, alors qu'ils ont, dans nos villages même, quand on va dans nos villages, si on veut manger, on ne mange pas nécessairement des poulets, tout ce que vous mangez, des poulets, des cochons, tout ça. Il y en a même qui tapent leur petit frère pour avoir mangé des pâtes de cochons, qu'on appelle les makos. Vous crevez l'œil de votre frère, alors qu'il n'y a rien dans ce que... Il n'y a que de l'huile, il n'y a pas de vitamines. Mais vous tuez votre frère, comme les pions disent, il y a des familles où des grands frères cognent les petits frères, allez Moutounanga et tout ça, mais
ça n'enrichit pas, alors que dans les légumes que nous avons des légumes, il y a plus de vitamines dans les légumes, même dans les possés, que de manger les makoso et les poulets et les pâtes de cochon que l'on mange. Donc vous voyez, c'est un problème de responsabilité. On peut le faire si on décide de devenir sérieux, parce que collectivement, au Congo, les gens sont devenus fous. Alors, Mounia Bongo, vous êtes ménagère, vous êtes en face d'un ancien ministre de l'économie. Quel problème vous pouvez poser? Quelle question vous pouvez poser? Oui, professeur, vous nous conseillez d'avoir des potagers dans les parcelles pour que nous puissions cultiver soit les amarantes, soit les tomates ou les ngaïgaï. Mais remarquez aujourd'hui, il y a des lotissements. Il n'y a plus d'espace là où nous habitons. Il y a la promiscuité. Alors comment nous pouvons faire cela? Quand vous entrez dans une parcelle, c'est pavé partout. Comment vous allez faire cette petite culture? Et vous remarquez, il y a des espaces qui sont lotis aujourd'hui. Alors comment nous allons recourir à l'agriculture? Là, il faut voir dans l'arrière-pays. Parce qu'à l'arrière-pays, il y a des espaces et des espaces. Donc, il faut une campagne de sensibilisation où on conscientise la population pour dire à la population que c'est important de manger ce que vous produisez au lieu d'importer les biens de consommation. Les cuisses, comme vous avez dit, les pâtes, il y a soso, il y a des poulets qu'on coupe, tout ça, soit c'est l'argent, les molopélés, des parties comme ça qu'on vend à la population. Alors que si nous pratiquons l'agriculture chez nous, si nous pratiquons l'élevage des bovins, des porcins et des poules et des coqs, là nous pouvons avoir une production, nous allons produire, consommer et le surplus nous allons exporter. Bon, je peux vous donner une réponse en deux temps, parce qu'on parlait des parcelles qui sont morcelées, etc. Ça, c'est un peu la faute à la justice congolaise en matière de succession, etc. Les parcelles sont morcelées parce que les héritiers, les enfants qu'on produit au Congo, ne veulent pas travailler. C'est le père qui a produit les enfants, mais les enfants ne veulent pas produire eux-mêmes, ils veulent aller prendre les choses de leur papa, et c'est pourquoi il y a toujours cette querelle dans les familles en cas de succession. C'est aussi des problèmes les plus importants qu'on devait traiter même dans les chambres législatives. Ici, on vous parle de mariage, de polygamie, etc. Mais les problèmes les plus importants, les problèmes de succession. Les successions ailleurs, c'est de l'argent. Parce que l'État peut aussi avoir de l'argent dans les successions. Dans les États normaux, quand il y a organisation de la succession, il y a des droits que l'État doit percevoir. Donc l'État doit mettre un accent particulier sur cela. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la justice. Vous voyez tout ce qu'il y a comme querelle avec les enfants qui se battent. C'est pourquoi il y a morcellement des parcelles. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, vous savez pourquoi on nous fait la guerre? On nous fait la guerre parce que quand vous prenez un avion à Kinshasa pour aller à Mbandaka ou à Kisangani, il n'y a personne. On voit que la forêt. Personne n'est là, tout le monde fuit pour venir vers la capitale, sous prétexte que dans la capitale, on va trouver une solution. Et les gens ont pris cette habitude-là depuis les enfances pour dire en province, ça ne va pas, tout le monde doit aller dans la capitale. C'est comme ça que les gens ont été formatés. Il faut les reformater par une politique d'aménagement territorial. Aménager le territoire, c'est orienter les investissements dans les zones où il y a des possibilités pour exploiter, où il y a très peu d'emplois. Donc on peut orienter ça. Or, on ne l'a pas fait pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on voulait que le pays soit dans ces conditions-là, dans le cadre de ce qui avait été prévu depuis longtemps, balkanisation. Alors, vous parlez des dollars, c'est ça, hein? Le dollar, c'est un démon, le dollar. Depuis qu'on parle de dédollarisation, ça fait combien d'années? Ça va faire 30 ans. Et il y a des gens qui ont dirigé le pays, vous parlez de dédollarisation, bancarisation, etc. Je crois que le mot de bancarisation, c'est moi qui avais commencé à l'époque, quand j'étais à la Banque centrale, j'ai dit bancarisons toutes les opérations financières de l'État, parce que les gens volaient à ciel ouvert. Bancariser, les gens n'étaient pas... Et c'est ça qui m'a créé même de problème. Quand j'étais à la Banque centrale, ce monsieur-là, il est fou, il vient ici pour nous déranger. Pourquoi? Bancariser les opérations, vous allez drainer toutes les ressources de l'État vers le trésor. Mais on n'a pas bancarisé. Et deuxièmement, on a eu des lois. Nous avons essayé,
Nous avons aussi des relations avec des pays voisins. Quand vous allez à Brazzaville, est-ce que vous achetez quelque chose en dollars? Même pas en euros. Vous n'achetez pas. Mais pourquoi au Congo, malgré les lois que Mobutu a laissées sur la réglementation des changes, au Congo, les gens préfèrent utiliser les autres monnaies? C'est aussi une des batailles que nous avions menées à l'époque pour dire, quand on a créé le franc congolais, tout doit se faire en monnaie ayant cours légal. La monnaie ayant cours légal, c'est le franc congolais. Mais pourquoi vous, les Congolais, vous refusez cette monnaie-là? Vous préférez la monnaie étrangère. Quelle est la conséquence? Toutes les ressources qui ne sont pas canalisées partent à l'extérieur. Et je peux vous donner une réponse lorsqu'on parle de la masse monétaire au Congo. C'est la masse monétaire en quelle monnaie? C'est la masse monétaire en dollars. Parce qu'on ne contrôle pas, on n'a pas la masse monétaire et en francs congolais et en dollars. Comment on tient la comptabilité? C'est toujours tous ces problèmes-là qui font que les gens deviennent des fous. Parce que quand vous utilisez le dollar ailleurs, on vous considère comme étant un fou. Mais quand vous venez au Congo, vous rencontrez d'autres fous, vous utilisez le dollar, vous utilisez l'euro, et ça n'émeut personne. Qui va donner la valeur à la monnaie de son pays si ce n'est le Congolais, le citoyen lui-même? Quand vous n'avez pas confiance en votre propre monnaie, cette monnaie va dégringoler. Donc c'est pourquoi je parle de reformatage. Il faut reformater les jeunes, parce que les vieux ont été reformatés depuis une quarantaine d'années dans le système dollar. Mais pour résoudre le problème, il faut aller, même ceux qui nous agressent, parce qu'il y a des gens qui aiment ceux qui nous agressent. Quand vous allez au Rwanda, oui, vous utilisez le dollar? Mais professeur, vous ne trouvez pas que ce reformatage dont vous parlez doit commencer d'abord par le politique congolais? Parce que c'est le politique congolais qui donne l'impulsion. Vous voyez par exemple le budget. Le budget est libellé en dollars. Non, formellement le budget est libellé en francs congolais. Sauf vous, comme vous avez le démon, vous convertissez directement en dollars. Oui, parce que vous avez le démon dans la tête. Vous convertissez directement en dollars, mais vous pouvez donner de la valeur à la monnaie nationale en procédant à tous les paiements. C'est faisable. Et puis, on doit quitter cette culture de se promener toujours avec des cartons. Parce que plus vous vous promenez avec des cartons, plus vous êtes exposé à des attaques. Hein. C'est vraiment, vous provoquez même les voleurs pour qu'ils viennent vous agresser, parce qu'ils savent que vous ramènerez votre sachet avec 1 million de francs congolais. Ok. Nous avons, monsieur l'agronome, vous avez un mot à dire par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui comme problème. Même des légumes qu'on n'importe pas coûtent plus cher maintenant sur le marché. Oui, mais je l'avais dit la fois passée que nous avons des problèmes parce que nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et c'est ce que le professeur vient de nous démontrer tout à l'heure. Donc, on consomme ce que nous ne produisons pas. Même dans les villages, ce qui est plus grave. La tête de Thomson dont il parle, même dans les villages, il y a des problèmes. Hein? Il y a des oncles qui disent, mais ce neveu est en train de manger tout le poisson, même la tête. Surtout les yeux. Ça, c'est au village, alors. Donc, parce que tout le pays consomme ce que nous ne produisons pas, il doit y avoir surchauffe parce qu'il y a maintenant la loi de l'offre et de la demande qui s'impose. Vous êtes consultant dans le domaine de l'agriculture. Oui. Qu'est-ce qui fait notre échec en réalité? Les professeurs viennent parler de la banque agricole qui n'existe plus. Parce qu'il y en avait à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. Les professeurs viennent parler de banques de crédit agricole. Bon, alors, quand est née la banque de crédit agricole, qu'est-ce que vous avez constaté dans ce pays? Il y a eu des fermes sur le plateau de Bateke qui n'appartenaient pas aux paysans. Donc, en fait, ceux qui ont créé la banque se sont positionnés pour pouvoir ravaler tout ce que la banque de crédit agricole devait fournir. On a parlé de véhicules. Vous voyez encore véhicules Japon, Japon, Zaïre, tout ça, quelque chose comme ça. Le Toyota, là. Non, c'était le Nissan. C'était le fruit de la banque de crédit agricole. Mais qui a ravalé tout ça? Le politique. Mais c'était des ministres. C'était des ministres. Moi qui suis du Kwilu, tout le temps que je passais par là, il y avait des fermes à gauche et à droite jusqu'au niveau de Kwango.
Et c'est des politiciens eux-mêmes qui ont avalé tout leur argent. Et parce qu'ils étaient incapables de rembourser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué la même banque. Ils ont tué la banque pour que tout disparaisse. Et tout a disparu. Qui peut encore vous dire qui avait emprunté à la Banque de Crédit Agricole? Donc, c'est vous dire qu'il y a une mauvaise foi au niveau du sommet qui ne veut pas. Alors, je dis oui, le professeur vient de le dire, et je vous ai toujours dit ici que notre système de production est à 90% ou à 80% paysanne. Donc, tout ce que nous consommons, si vous ouvrez toutes les routes, si vous construisez des routes nationales, toutes les routes nationales, et il ne faut même pas parler de l'agriculture, tout va revenir. Moi, j'étais à Bumba. Au cours d'une évaluation, quelqu'un nous reçoit, et curieusement, en passant, je vois un feu qui s'allume sur du paddy. Le paddy, c'est les riz non décortiqués. Moi, je dis, papa, qu'est-ce qui se passe? Il m'ouvre 2 greniers pleins. Il me dit, mais qu'est-ce que je vais en faire, papa? Au lieu d'aller chercher le bois en forêt, j'utilise le paddy et ça me fait cuire ma chikwang. Donc, c'est vous dire qu'il y a, comme a dit le professeur, des productions à tous les niveaux, au niveau des villages, mais ça ne peut pas arriver, même dans de tout petits centres. Parce que nous sommes distraits ici, tout est bouché au niveau du village, il n'y a pas de route, il n'y a pas de tout ça. Donc, même les petites productions ne peuvent pas. Vous allez demander à quelqu'un de pouvoir produire, il va vous dire, je produis juste un petit champ pour ma famille et moi, le reste, qu'est-ce que moi je vais en faire? Parce que je ne sais pas vendre. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'on a déstructuré tout le système. Du fait que le moniteur agricole a disparu, ça a fait disparaître pratiquement tout. D'accord. OK. L'agriculture, nous devons repenser. Ça signifie que la tomate, le maïs, de légumes, ce sont des produits qu'on peut obtenir 3 mois après. Ça mûrit 3 mois après. Le maïs, oui, 3 mois après. La tomate aussi? Oui. 3 mois après. Les légumes, la même chose. Ça signifie que il faut un effort. Tout simplement. Médiateur, peut-être qu'il faut revenir à cette chose. J'ai toujours dit, et je le répète aujourd'hui, que le travail de tous ceux qui sont en train de nous diriger à aller en province, le travail d'un gouverneur, ce n'est pas de produire le maïs. C'est d'accompagner la production de maïs dans sa province, en commençant par les pôles de production dont je parle ici, les paysans. Donc, oui. Ce n'est pas... Parce que maintenant... Le professeur l'a dit, l'encadrement. Oui, maintenant, vous avez des gouverneurs qui produisent, ils ont créé des sociétés à eux pour pouvoir produire. C'est comme ça que j'ai vu 2000 sacs de farine de maïs aller à Kolwezi, ravitailler un diocèse ou un archidiocèse, quelque chose comme ça. C'est ça. Quand les politiciens produisent, c'est pour cette fin-là. Mais il faut activer la production au niveau de paysans et vous allez voir que ça va remonter. On ouvre des routes, tout va revenir. Oui. Alors, maître... Non, juste quelque chose là. Le professeur a parlé de la production et même le fermier. Mais il y a un problème d'accessibilité aux sites de production. Mais nous avions à l'époque un outil important, l'office des routes, qui s'occupait de balisage de voies pour que... Qui est toujours là. Ça existe. Non, aujourd'hui c'était parapauvre, je suis désolé. Mais en plus de l'office des routes, nous avons maintenant l'OVDA, l'office de voies de desserte agricole, dont la gestion est confuse dans des guerres interminables entre différents dirigeants. Le FONER. Le FONER, c'est juste pour l'appui financier aux travaux de mise à niveau de nos routes. Voilà. Mais chaque litre d'essence que vous achetez, il y a quelque chose pour... Le FONER. J'aurais voulu que l'IGF réponde à cette question. Mais l'OVDA, c'était parapauvre. Oui, voilà. Justement, le problème, il paraît qu'il y a des produits qui pourrissent dans le village. Ah ben oui, partout. Vous venez de parler de Bumba. Oui. Bumba pour servir Kinshasa. Le bon riz de Bumba, utiliser les bateaux de l'ONATRA. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, les bateaux n'existent pas. Des routes pour que les Bandundu puissent déverser les produits à Kinshasa.
des routes n'existaient pas. On ne peut pas atteindre Kasongolunda. Le chemin de fer Kinshasa-Matadi n'existe plus. Les trains. À la différence du gouvernement. Les trains et des années en année. Oui, mais Junior. Merci, directeur. Au-delà de tous les problèmes structurels qu'on a soulevés ici sur la filière agricole et tout, je crois qu'il y a un point essentiel qu'on élude un peu souvent dans la société congolaise. C'est-à-dire, c'est un problème de valeur. Il faut valoriser le travail du paysan. Vous voyez le nombre de jeunes qu'on trouve dans la rue qui vendent des cartes, comment c'est ça, qui font des cartes, tout ça, méga, tous ces jeunes-là. Dans leur esprit, c'est l'esprit dollar. C'est-à-dire, il faut gagner l'argent, ils veulent très vite être riches ou être bien, mais personne n'a l'idée d'aller travailler la terre. Personne. Parce qu'on trouve la terre sale, on trouve la terre dévalorisante. Voilà. Nous, nos grands-pères, c'était des paysans qui ont formé des gens comme vous. C'était des paysans. Ils étaient fiers de leur terre. Ils élevaient et cultivaient. Mais des jeunes comme nous, dites, retourner au village cultiver, non, ça ne nous dit rien. Mais moi, j'ai un témoignage d'une étudiante de l'UNIKID, de la faculté des droits, il y a 10 ans, qui ne s'était pas présentée à un examen. J'ai posé la question, pourquoi elle ne s'était pas présentée à l'examen. Elle est venue me voir pour me dire, professeur, pour payer mes études, je dois aller à Kasongolunda, elle a des champs, elle va ramasser, elle a organisé les paysans pour aller prendre les produits et venir vendre à Kinshasa. C'est avec ça qu'elle paie ses études. Donc vous voyez, c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé. Je lui ai même dit, mais si vous continuez comme ça, est-ce que vous en avez d'autres qui peuvent faire la même chose? Mais c'est des cas rares. C'est des cas rares. C'est des cas rares. Les gens rêvent Dubaï, rêvent l'Europe, rêvent l'enrichissement facile, rêvent d'être député, ministre, mais personne rêve d'être paysan. Vous allez sur d'autres cieux, en Europe, si vous voyez la part du pourcentage que l'Union ou la Commission européenne met au niveau de l'agriculture, c'est énorme. Moi, j'ai vu des paysans en France, soit en Belgique ou dans d'autres pays. C'est des messieurs qui se lèvent le matin à 3h, 4h du matin. Ils sont dans la bouse, ils sont dans la boue, ils sont dans tout ce qui sent mauvais, mais ils travaillent pour produire du lait, du fromage, du maïs et tout. Et ils sont fiers de ça. D'accord. Et ça s'est transmis de père en fils. Ok. Oui. Oui. Le sacrifice, c'est bon. Tout ce qu'on a bien, ce sont des projets à long terme. Mais aujourd'hui, vous avez la crise de la ville de Kinshasa. C'est également la multiplication des tracasseries sur le voie d'accès. Vous quittez Kikwit pour arriver à Kinshasa, vous avez 15 barrières. Et toutes ces 15 barrières taxent le produit agricole qui devrait alimenter la ville de Kinshasa. À chaque point, je vois même sur la route les policiers de circulation routière mettre de gros pneus pour barrer la route. Ils sont censés réguler la fluidité de la circulation, mais ils vous prennent des pneus de Bumundundala, bloquent la route pour bloquer les camions. Rançonner sur le simple paysan qui amène 2 sacs d'arachide ou 3 sacs de maïs. Dans son propre pays, il ne va pas à la frontière. Vous l'avez comme ça dans le Congo central, et surtout dans chez moi là dans le Kwilu, c'est tout un problème. Des barrières, ça pose un problème. Alors aujourd'hui, vous avez aussi un autre problème, la sécurisation des voies d'approvisionnement. Je vous ai dit, les fleuves posent problème aujourd'hui. La route de Kikwit pose problème aujourd'hui. C'est ce qui fait que le villageois qui alimentait Kinshasa se rétracte pour des raisons sécuritaires. Même ici, là, c'est 15 sacs de courges, il se dit, est-ce que je vais arriver à Kinshasa? C'est un problème de plus récurrent qu'il faut résoudre. Alors, mais aussi, ce que je pouvais partager, c'est un travail commence par le sens d'organisation. Le mieux-être ne passe pas tout simplement, passe d'abord par l'organisation. Or, chez nous, le secteur agricole n'est pas tellement organisé. Il y avait des structures administratives, des moniteurs, des agronomes et le reste. Aujourd'hui, ça ne marche pas.
Mais ailleurs, les gens se sont organisés pour bien produire en coopérative agricole. J'étais surpris, je ne savais même pas que Huawei, qui concurrence le monde aujourd'hui, est une coopérative. Les gens se mettent ensemble pour moderniser, pour réfléchir, pour apporter. Alors, nous avions commencé par l'agriculture, vous comprendrez pourquoi. On dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens qui ne mangent pas ne peuvent pas réfléchir. Mais ceux qui nous dirigent doivent savoir que la plus grande richesse que Dieu a mis à notre disposition, c'est la terre. Amen. C'est la terre. Et pour exploiter cette terre, bien entendu, avec les techniques modernes, il faut que nous ayons aussi des banques congolaises. Parce que les étrangers ne sont pas venus pour nos beaux yeux. Mais si les Congos et les Congolais ont ses propres banques, il y a possibilité d'évoluer. Avec des taux préférentiels. Bon, ces problèmes de surchauffe sur le marché, nous ne pourrons pas terminer en une émission. Nous allons revenir la semaine prochaine. Réfléchissez, qu'est-ce que nous devons conseiller à ceux qui nous dirigent pour que nous ne puissions pas envoyer 8 ministres à l'extérieur pour aller chercher du maïs. C'est une honte. Directeur, c'est une pratique dont nous ne souhaitons pas que ça revienne, mais parmi les mesures que le VPM a prises, il y a un suivi qu'on doit faire sur les agriculteurs. On accordera des moyens à ceux qui cultivent la terre. Mais moi, je pense qu'il faudra d'abord répertorier ces personnes-là qui sont prêtes à cultiver le maïs et non jeter l'argent par la fenêtre. Il faut les organiser en coopérative. Voilà. Pour donner l'argent. Qui travaillent en réseautage. Vous avez parlé de VPM. VPM parle de 200 millions de dollars. Alors, au lieu de parler de millions de francs congolais, d'abord, parce que quand les dollars dévaluent, les francs congolais, eh bien, les prix montent. Hein. Donc on ne doit pas commencer toujours à parler dollars. Voilà. Nous mettons le point de l'agriculture en suspens. Nous passons à autre chose, l'insécurité qui domine dans notre pays. Mais un petit mot laconique, pour ceux qui ont un petit mot laconique, donc moins d'une minute, il s'est passé en fait le samedi. Les gouverneurs autorisent 3 manifestations concurrentes le même jour. Un meeting politique, 2 marches de partis opposés. Qu'est-ce que ça vous dit, l'historien? Non, mais je pense qu'il est difficile que l'homme change de méthode de gouvernance en un clin d'œil. Moi, personnellement, ça m'écoeure. Je demanderai au gouverneur Gentilin Ngobila. Je suis membre de l'Union sacrée, mais je n'accepte pas cette façon de faire. Ce sont des méthodes kabylistes qu'on recopie à l'Union sacrée. Ce sont des méthodes mouboutistes qu'on recopie à l'Union sacrée. C'est telle façon de faire. Vous créez de l'agitation dans la ville volontairement. Et il y a des fois, vous aurez des blessés, vous aurez des morts, des gaz lacrymogènes jetés sur la ville, des enfants débandades dans les écoles. Moi, ma fille et ma cadette étudient à Anna Fiorelli, à l'entrée de Kiimbi. C'était sous des gaz lacrymogènes que je suis allé récupérer ma fille à l'école. Tout ça par la volonté du gouverneur qui veut copier l'FCC au sein de l'Union sacrée. C'est une façon de faire que je ne peux pas partager. Alors, la transhumance ne signifie pas amener de tard d'un régime où vous étiez pour un autre groupe. Le président Tshisekedi s'est battu pour que la démocratie respire. On n'a pas besoin de copier des méthodes archaïques du FCC pour les amener au sein de l'Union sacrée. D'accord. Alors, madame... Merci beaucoup, M. Noël. Moi, je dis que c'est une honte pour notre pays. Un parti qui a fait plus de 30 ans dans l'opposition et aujourd'hui au pouvoir réprime les marches. Parce que vous avez vu, la jeunesse de l'IDPS marcher et on a refusé à l'opposition de faire la marche alors qu'il y avait meeting politique de l'autre côté. Et ce sont des pratiques, comme M. Ngambi a dit, ce genre de pratiques, si ça continue, ça fera que M. Tshisekedi soit détesté par la population et on le détestera comme on a détesté Kabila et sa fin sera tragique. Moi, je pense qu'on doit laisser la population s'exprimer, l'opposition s'exprime aujourd'hui et demain, la vie continue.
Et c'est à vous de voir comment améliorer les choses, plutôt que de réprimer les marches où on voit des jeunes messieurs se promener avec des machettes pour faire peur à la population en plein midi. Je trouve que ce sont des pratiques que nous devons éluder dans notre pays. Oui, alors Kapangana, vous voulez dire? Non, moi je voulais tout simplement dire que le pouvoir, c'est-à-dire du DPS, devait être fier de ce que les autres sont en train de faire aujourd'hui, parce que c'est lui qui a donné le ton. En fait, les marches, l'UDPS les a bravées du temps de Mobutu, et je pense que laisser les gens marcher pouvait être une fierté pour ce grand parti, pour dire, voilà les gens qui suivent ce que nous avons montré comme exemple. D'accord. Mais gêner ça et arriver ça en concurrence, je ne sais pas quel est l'esprit qui les a traversés. Bon, ça, je ne peux pas aller plus loin. Maître Lendo. Noël, en juriste, je pense que la cacophonie que la ville a vécue mérite une enquête sérieuse. Nous avons vu des images qui ne sauraient honorer aucune âme républicaine. Il faudrait que les gens comprennent que Dieu qui a créé le monde, le créateur incréé, a donné du prix au sang humain. Peu importe la nature de la personne dont on ne supporterait peut-être pas la vie, mais il faudrait qu'il y ait une enquête. Ngambi l'a dit, on autorise 3 marches. À mon âge, c'est une première. J'ai lu beaucoup. Je n'ai pas vu une ville où on aurait autorisé 3 marches concomitamment. Des tendances diamétralement opposées. Dans un pays où la culture démocratique se cherche encore dans la tête de différents individus. Et j'ai peur, Noël. Alors, Monsieur Yumbu. Merci pour la parole, Dr Noël. C'était prévisible. Prévisible de ce qui allait arriver. L'embarras dans une émission didactique, c'est que nous devions normalement nous en prendre à des personnalités, à ceux qui les font. Si le chef de l'État avait un seul conseiller qui connaissait Ngobila, il aurait dit stop. C'est ça l'embarras. Maintenant, il ne parle pas de l'individu Ngobila, disons du gouverneur de la ville. On connaît son passé. Moi, je trouve que c'est une imprudence vraiment intolérable dans une démocratie, parce que parler de la démocratie, l'opposition est une grande composante de la démocratie. Et un gouverneur qui se permet de permettre 3 activités de ce genre dans une ville où la culture démocratique, nous cherchons encore, qui nous requille encore de l'alternance qu'on avait tant saluée, que nous connaissons maintenant une démocratie, bien que en balbutient, mais avec ce genre des actes, c'est vraiment regrettable, parce que l'autorité censée maintenir l'ordre public, dont l'une des composantes est la tranquillité publique, être à la base de permettre ce genre d'activité, c'est regrettable. Nous sommes encore loin, parce que le développement, c'est la conséquence d'une politique. Et quand dans la politique, vous avez des gens qui prennent de telles décisions, en tout cas, c'est très difficile de s'attendre à un développement immédiat de ces pays. Ok. Alors, Junior? Réprobation totale, je crois que c'est une note négative pour le gouverneur. Mais bon, la Constitution garantit le droit de s'exprimer, de marcher, et l'État est là pour encadrer. C'était un exercice pour la police, parce qu'on parle de Ngobila, mais il y a le VPM aussi, notre ami Peter Kazadi. Voilà, donc tout ça doit nous faire réfléchir sur la manière dont on forme nos policiers, sur le maintien de l'ordre, la gestion des manifestations. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres villes qui ont déjà organisé plus de 2-3 manifestations. C'est une question d'organisation, où il n'y a jamais eu de casse. Avec l'aide de l'enseignant. Bon, alors, moi je vais peut-être aborder dans un sens tout à fait différent. D'abord, les marches n'ont jamais développé un pays. Ça, c'est la première des choses. Dans tous les pays, on peut organiser des marches. Tout est question d'encadrement. Alors, si les itinéraires ont été fixés pour que les gens puissent les suivre et que les gens ne suivent pas, il faut réprimer lorsqu'il y a des débordements. Et le problème aussi, c'est le contexte dans lequel on se situe. Le contexte de Kinshasa encerclé avec tout ce qu'il y a comme mouvement, des Mombono, etc. Organiser des marches
pendant cette période, c'était provoquer même des incidents. Donc, logiquement, on devrait annuler. Mais je comprends la position du gouverneur de la ville. Les marches, par exemple, les marches de l'opposition étaient programmées, médiatisées, même à l'extérieur, etc. S'il refusait d'autoriser, ce serait encore un blocage pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle la ville est grande, on peut organiser des marches dans des coins différents, donc il ne faut pas, sur le plan de la jugeote, critiquer directement le gouverneur pour ça. Donc il a répondu à la volonté des gens qui veulent marcher pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais le contexte dans lequel on se situe, une ville qui est pratiquement assiégée. Et rendez-vous compte, lorsque les gens sont à Menkao, on tue les gens à Menkao. Menkao, c'est déjà dans la ville de Kinshasa. Alors s'il n'autorisait pas, il allait le faire. Vous voyez par exemple la presse. Il y a l'opposition qui a marché, il y a les partis du pouvoir qui ont marché, mais la presse internationale ne parle que de la marche de l'opposition. Donc vous voyez que vous voyez, il y a d'autres officines qui travaillent pour le chaos au Congo. Et je crois que le fait que... Pardon ? C'est ça pourquoi je dis, l'appréciation que vous faites est une appréciation globalement négative, parce que vous n'avez pas d'autres éléments. Je vous dis que on avait préparé ce chaos-là, que les gens s'affrontent. Mais même dans la ville de Kinshasa, on a arrêté des gens qui, une semaine avant, qui avaient des machettes, etc., qui voulaient faire des marches, tout ça. Donc, s'il refusait de le faire, ce serait très mal vu. Et je crois qu'il a eu cette sagesse de programmer les manifs qui étaient prévus avec un encadrement. Mais s'il y a des débordements, il faut nécessairement que l'ordre soit maintenu. D'accord, mais le problème est que l'opposition avait demandé cette marche, ça fait plus d'un mois. Plus d'un mois. Et les autres ont introduit la demande bien après. Donc, en sollicitant le même date. En sollicitant la même date. Donc, c'est ça l'erreur du gouverneur. La situation qu'on a connue ces samedis-là, ce n'est pas la première fois que la ville connaît cette situation. Vous vous souviendrez, en 2011, le gouverneur, l'actuel sénateur Kimbuta Yango, qui était gouverneur de la ville, il devait avoir le même jour à Kinshasa les meetings de UDPS avec Etienne Tshisekedi, le même jour le meeting de Joseph Kabila. Qu'est-ce que Yango avait dit? Pas question. Il a annulé. Donc, ce que Ngobila a connu, c'est pas la première fois qu'Imbuta Yango l'a connu, et il a agi en autorité parce qu'il ne voulait pas amener une hécatombe dans la capitale. C'est regrettable que... Vous êtes au courant qu'il y a des machettes, mais vous autorisez des groupes opposés. Même si vous dites les gens seront à Nani, c'est la ville. C'est à lui qui revient la responsabilité des gouverneurs. Voilà. Et le VPM s'il l'interdit. Restons dans c'est une insécurité créée par celui-là même qui devait éviter l'insécurité. Il devait interdire à l'IDPS catégoriquement. Voilà. Alors, l'insécurité. Vous savez qu'à l'heure actuelle, l'Ouest vit la tension que connaît l'Est. Nos deux chambres, comment devaient se comporter en ce moment précis? Je pense que soit il y a somnolence, où on devient spectateur. Pendant que la capitale est menacée, on devrait, le vice-premier ministre, mon ami Peter, l'Excellence, devrait bien clarifier, donner l'information à travers la représentation de quoi il s'agit. Les députés pourraient bien inviter pour qu'on comprenne, donner l'information en termes d'une question orale avec débat, ou peut-être que je ne sais pas, il a déjà fait en commission défense et sécurité, mais on n'est pas suffisamment informé de ce qui se passe dans la ville de Kinshasa sur le plateau. Alors, deuxièmement, les parlementaires peuvent initier ce qui se passe dans le Kivu.
Parce qu'aujourd'hui, le conflit est présenté comme un conflit intercommunautaire. Et donc, il faut une approche pour pouvoir résoudre ce conflit-là. L'approche a toujours été utilisée dans le Kivu avec des forums communautaires. Comment on appelle ça? Les opérations Amani. Amani Yetu, c'était quoi? Amani Léo. Amani Léo, Amani Yetu. C'est Yetu, en Swahili, on dit quoi? Amani Léo. L'opération Amani. Amani. L'opération, est-ce qu'on a déjà prévu une telle rencontre de communautaire, en ce qu'on présente aujourd'hui comme un conflit interethnique ou intercommunautaire Teke-Yaka, pour avoir un grand forum communautaire entre le peuple Yaka et le peuple Sissi, à la recherche d'une voie de sortie harmonieuse, dans le sens de pouvoir comprendre que nous sommes un peuple, on peut mettre les armes et trouver autre voie. Et surtout, qu'on a pensé être un problème au départ, un problème foncier. Entre le fermier et les propriétaires terriens, comment il faut résoudre? Je pense que c'est une voie qui peut également être une proposition en termes de recommandations parlementaires. Mais maintenant, depuis là, nous sommes devenus tous observateurs, spectateurs. Personne n'a pris l'initiative. Or, la guerre ou le conflit approche Kinshasa. La semaine passée, je l'avais souligné, et en termes de communication telle que ça se passe, en présentant le fait comme Yaka et Teke, ça vient en Bankana, demain ça viendra à Mikonga, le lendemain ça sera dans la grande ville avec une proximité. Donc c'est très dangereux, il faut que rapidement, et le gouverneur de la ville, comme ça arrive, ou les 3 gouverneurs, trouver un cadre communautaire comme on le fait opération à Mani, où les gens peuvent bien discuter et résoudre réellement si c'est un problème foncier qui pose les Bateke et les Bayaka ou les fermiers et le chef de terre. Il faut trouver une voie qu'on peut trouver par des voies pacifiques pour donner des réponses satisfaisantes aux uns et aux autres. Ok. Alors, Yombe, qu'est-ce que vous pensez, comment faire pour éviter que le cœur des institutions ne soit pas touché? D'abord, il faut laisser la distraction de ces histoires de sénateurs, de députés. Le problème est déjà dans la capitale. Dans la capitale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le cœur des institutions ne soit pas touché? C'est éviter la distraction de ces histoires de députés, de sénateurs. Si je parle en tant qu'expert en question de sécurité, je vous dis qu'il faut la distraction. Imaginez-vous que votre fils est en train de se faire taper sur la rue. Une maman sort de chez elle par la fenêtre, en train de lorgner, on tape son fils. Il va commencer par alerter le chef de quartier, ou bien aller à la police. La maman se jette pour défendre son enfant. Ça, c'est le langage de Che Guevara. Eh bien, la solution n'est pas compliquée. Lorsqu'un chef de l'État, que ce soit Mussolini, Hitler, j'ai lu la vie des chefs de l'État du monde, même tout récemment Mobutu, quand il est coincé, il fait appel à ces hommes de sécurité, à côté d'eux, le quatrième pouvoir. Il fait appel à eux. C'est comme ça que Mobutu s'en est sorti avec l'affaire de Titi Mboka. Il fait appel à eux. Vous avez dit il n'y a pas longtemps que s'il y a des experts, s'il y avait des experts, on ne sait rien par là. Qu'est-ce qui manque à notre président Faché Béton, que moi j'aime ajouter Mungele Benda? C'est-à-dire qu'il peut résister à tout ce. Il fait appel. Ils sont là. Sans fausse modestie, directeur Noël. Je suis le seul là. Seulement écoutez, s'il ne veut pas nommer ou donner de l'argent, écoutez, j'ai dit ça à la Radio Capé, j'ai dit ça dans tous les journaux chez Moutinga, là-bas. En 3 mois, nous déstabilisons. Une parenthèse. Ce truc-là, de mon KO, commence, je découvre ça en 2017. 2017, je viens de Rome. La chance peut-être naturelle, je tombe sur le dossier. J'ai encore jusqu'au jour le numéro d'Ngobila. Quand j'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Maintenant qu'il est en train de me suivre, il va chercher d'anciens numéros pour effacer les traces. Ces hommes-là, c'est toujours dans le cadre de la balkanisation dont je suis un des spécialistes, étaient formés à Brazzaville. Formés à Brazzaville. L'affaire Yumbi. Ces gens sont préparés depuis longtemps, préparés les uns pour se faire des yaka, d'autres pour le faire maintenant Mobondo. Préparés, je vous dis, j'ai les documents écrits. Je suis caché ailleurs pour éviter
comme on t'a un bouton, viennent pour qu'ils soient chez moi et tout détruire. Maître Lendo, je ne comprends pas, c'est toujours comme ça que nous avons toujours déformé les choses. Nous appelons les M23 les rebelles congolais. Et ici, dans le plateau Bateke, on parle de Tekeyaka. Alors que dans cet espace, vous avez des Mbala, vous avez des Ngongo, vous avez des Yansi, vous avez tout le monde dans cet espace-là. Mais nous parlons seulement de Tekeyaka. Qu'est-ce que vous dites, vous, juriste? Il n'y a même pas question de droit. Je suis heureux. Je m'ai délecté, comme on dit en français, de suivre mon professeur Bakandeja. Et je pourrais rappeler Tulma une chose. Il a dit, sans le dire peut-être, il faut être sérieux, Noël. Soyons sérieux. La solution pour sauver ces pays, soyons sérieux. Vous l'avez encore suivi, un ancien ministre de l'économie. Pas de moindre. Il a aussi parlé de la Banque centrale. Il a dit des choses en peu de mots. Il était PCA de la Banque centrale. Mais je le connais. C'est comme disent les kilos, mon pire vieux. Voilà, il a dit ça. Est-ce que sommes-nous sérieux? En tout et pour tout. Nous avons parlé agriculture, nous avons parlé marche, nous sommes là à l'insécurité. Mais vous voyez, nous ne sommes pas sérieux. Vous l'avez évoqué, vous connaissez mieux l'ethnologie de ce coin. On nous parle de Tekeyaka. Pendant le Tekeyaka, c'est écrit dans le... Quelle est la morphologie de Yaka par rapport à la morphologie de Teke? Pour qu'on me dise que la guerre, c'est entre Tekeyaka. On les identifie comment? Je connais le plateau de Bateke. En tout cas, moi-même, j'ai du mal à distinguer Teke et Yaka. Et je suis encore magistrat. Et dans les années 96, je crois, à Idiofa. Parmi les pionniers, en tout cas. Donc, c'est vraiment aberrant, certaines choses. Mais nous ne sommes pas sérieux, même pour des questions qui touchent à notre existence. Vous avez posé le problème des députés à mon frère tantôt. Vous savez, Noël, au Botswana, je crois, ils ont adopté un système. Vous êtes là pour 5 ans, mais le peuple a le droit de revenir sur son mandat. Le peuple suit les députés. C'est comme ça au Botswana. Par une pétition, les gens de Lukunga peuvent dire « Nous retirons notre confiance en Gambie ». Voilà. Non, je parle à titre illustratif. Noël, la question était bien posée. Qui est le député? Mais c'est le relais, non? Le relais des aspirations du peuple. Avec cette démocratie, c'est-à-dire quoi? Nous avons de relais dans tous les coins. Cette histoire de Ngombe n'a pas commencé aujourd'hui. Où étaient les députés de ces différents coins? Nulle part. Dans la capitale. Nous avons vécu l'autre fois aux zones. Je l'ai vécu de loin, où la machette a fait son travail. Dans la capitale qui chasse à Ex-Léo. On coupe des gens, Noël, j'ai vu. C'est passé comme un fait divers. Il faudrait que par rapport aux députés, que nous imposions dans la loi, chaque député doit avoir une attache. Comme ça s'est fait aussi au Canada. Vous avez un souci administratif dans une administration de l'État, vous venez voir votre élu. Il porte les soucis auprès de l'administration. Mais ici, nous assistons à des dôles électoraux. On me dit, oui, député de Luozi. Luozi n'a pas de jeep de la police. On en a donné à tous les territoires du Congo central. Mais nous avons nos députés nationaux et provinciaux. Voyez-vous, Noël, il faut insister là-dessus. Il faudrait que le peuple devienne trop regardant. Il ne faudrait pas que les relations entre députés et peuple ne se limitent que Natiagi Mwati Zemi, à Kangabaki na maternité, député Lendoya Fouti. Mais ça, c'est la honte. Voilà les débats, la passerelle entre députés et population. Ah, après ça, Mbongo Masanga, Akundaki et Bembe. Ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas, je vais chuter par là, que pour que j'enterre mon enfant, j'ai besoin d'un député. Faisons en sorte de respecter la Constitution qui voudrait que les richesses de ces pays soient réparties équitablement. Donc voilà, le peuple est encore une fois dans l'abstraction et la classe dirigeante dans la distraction, qu'avait dit le professeur Bakandeja. Les choses ne tournent pas comme ça se passe aujourd'hui. Monsieur Loutou, cette façon de prendre avec légèreté des problèmes aussi sérieux, l'M23, les agresseurs sont considérés comme les rebelles congolais. Voici aujourd'hui à l'ouest un problème qui oppose des gens et on met ça sur deux ethnies Tekeyaka alors que l'espace est occupé par plusieurs ethnies.
Cette légèreté-là, vous pouvez expliquer comment? La légèreté de la classe politique congolaise depuis... y compris la presse, hein? Oui, même la presse, oui, c'est même pas de recherche. Ça devient toute une culture, hein, mais bon. Sauf ici, c'est la vérité. On est toujours, comme on disait, on a dit tout à l'heure, spectateur, attentiste, on se lève le matin, combien, non, on prévoit rien, hein, on vit au jour le jour, et c'est vraiment, vraiment malheureux. C'est quelque chose à déplorer. Mais revenons par exemple sur le rôle du député. On l'a dit ici, le député, c'est en fait le porte-parole, hein, du peuple. Il est envoyé pour ça. Il est envoyé pour ça, il a été élu pour ça. Alors, depuis que cette histoire a commencé, on les attend très peu. Que ce soit les nationaux ou les provinciaux. Vous les entendez pas. Surtout ceux de ce coin-là, vous les entendez pas. Ils auraient pu même mener une commission d'enquête parlementaire, aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain, parler avec des chefs locaux, avec la population, avec des leaders d'opinion. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Ils sont endormis par des dollars de Kinshasa. Et les palissades. Rien n'est fait. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, le Congolais doit, je sais pas, il doit tout est à revoir, à repenser. Hein. Le sérieux n'existe plus, même dans les petites choses qu'on fait au quotidien. Hein, et comme on dit, les kakalango, hein, voilà, cette culture-là de facilité. Voilà. Voilà. C'est vraiment, permettez-moi, c'est bien dégueulasse. Donc, on doit, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Et c'est là où je soutiens le chef de l'État, c'est quand il a dit qu'il faudra essayer au niveau de la classe politique, renouveler un peu tout ça. Hein, on a parlé des boulonnais, des poussiérés, mais il faut une nouvelle vague, du nouveau sang, quelque chose de neuf. Parce que c'est toujours la même chose, du copier-coller. Hein, on prend du vieux, on fait du neuf, on fait du... Voilà, ça n'apporte rien. Ça ne fait pas avancer la machine. Maintenant, pour revenir sur les questions sécuritaires, on a dernièrement parlé ici du rôle de renseignement. Hein, vous vous rappelez, Mamie? Oui. Renseignement. Il faut renforcer les capacités de notre appareil sécuritaire. Les humains, le personnel humain est là, existe. Allons plus loin dans la formation. Ils sont là sur le terrain, ils existent, mais mettons les moyens. Maître l'avait dit une fois, on ne peut pas avoir un directeur de l'ANER qui a un enfant qui est malade, qui ne sait pas le soigner. Comment voulez-vous que ce monsieur soit motivé? Tout ça parce qu'on politise tout et il n'y a pas de sérieux dans tout ce qu'on fait. Le jour où ils seront à Njili ou à Lemba ou à Bakoti. Oui, Bakoti, mais après. Qui saura que c'est le Yaka qui attaque le Teke? Parce que moi, comme il a dit, hein, moi je n'arrive pas à différencier tout ce monde-là. On a parlé de cette histoire de Brazzaville. Moi, je l'ai toujours dit, la RDC est en milieu hostile. Nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons pas de républiques sœurs, frères. Nous n'avons pas d'amis. Personne n'a intérêt dans cette région que la RDC se relève sur un pays fort et uni. Personne. Donc arrêtons de nous leurrer. Kagame installe tout le long de Kwamutu des fermes où les gens doivent cultiver on ne sait pas quoi. Et on laisse faire ça. On laisse faire ça. Ok. Professeur, vous avez maintenant vous êtes aussi de plein pied en politique. Mais le problème est beaucoup plus complexe que cela. Tout ce qui se passe là, ça participe au chaos qui était programmé dans le cadre de la balkanisation. Et il faut trouver des responsables. Il y a des responsables. Il n'y a pas de guerre entre Teke et Umbu, entre Teke et Yaka. Ça n'existe pas, c'est une imagination. Ça a été créé pour justifier cela. Il faut bien identifier ceux qu'on appelle les Mombono et autres là, pendant longtemps, puisque mon jeune frère qui est à côté a parlé des fermes qui ont été achetées. Tout le monde a vu depuis 2015-16 comment ces gens s'implantaient. Il y en a qui sont à Louosi, chez vous là, qui parlent le Kikongo de là. C'est connu, et il y a des responsables. Il faut mettre la main sur ces responsables et sanctionner. Tant qu'on aura utilisé toute cette politique-là
d'aménager tout le monde sans désigner les responsables et les mettre hors d'état de nuire, on ne trouvera jamais de solution. Parce que les responsables sont connus, il y a des gens qui financent ces gens. Parce que les armes, là, ils ne les ont pas trouvées dans la rue. Il y a quelqu'un qui finance ça. Il faut alors chercher qui finance, et parmi les acteurs politiques, il y en a qui sont derrière tous ces mouvements-là. Donc ça, c'est être... Et puis les questions sécuritaires, on ne les discute pas dans la rue. Hein. C'est quand même dommage, même dans les chambres législatives, on dit n'importe quoi. Dans beaucoup de pays, quand on traite des problèmes de sécurité, c'est à huis clos. Vous avez vos chaînes de télévision qui racontent tout, même dans le conseil des ministres, le chef de l'État a dit ça, etc. Donc il y a des choses... Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Et on se moque de nous parce que nous ne sommes pas le seul pays où on rencontre des réunions du Conseil des ministres. Hein. Si c'est chaque semaine qu'on doit dire, le chef d'État dit ça, voilà ce qu'on a fait. Mais tous les plans sont connus de l'extérieur. Et les gens qui veulent vous agresser, mais ils regardent ce qui se passe. Parce que vous n'avez pas de secret. Oui. Vous avez pris n'importe qui, un peu d'être député, peut raconter n'importe quoi. On médiatise des voyages de maïs. Ça, c'est vraiment quelque chose que... On devrait penser à ça. Il y a un travail à faire dans les médias. Il faut avoir des médias composés des gens nationalistes. Mais il faut avoir des gens qui ont la conscience d'appartenir à un même pays. Quand vous n'avez pas cette conscience-là, quand il n'y a pas de cohésion, mais on va vous attaquer facilement. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la question sécuritaire. C'est des problèmes sérieux, mais les gens attendent seulement que ça vienne frapper à sa porte pour que ça inquiète. Mais c'est vraiment, c'est pas une question de responsabilité d'un individu, c'est tout le Congo qui doit, parce qu'il y a des gens qui se disent congolais par la bouche, mais qui veulent à tout prix que ce pays soit saucissonné comme chacun cherche son morceau pour manger. Okay. Voilà. Ce qui m'étonne, oui, vous voulez dire? Oui, je voulais dire que un conflit qui arrive au niveau de village, ça dépasse tout entendement. En sociologie rurale, ça je tiens ça de mon professeur Dikonda, qui m'a donné la sociologie rurale, les villages est les milieux les mieux sécurisés. Pourquoi? Parce qu'au village, tout le monde connaît tout le monde. Chacun connaît chacun. Au village, il n'y a pas de personnes qui viennent ou du ciel. Non, au village, on sait vous dire, c'est lui-là, et on donne toute l'identité. C'est comme ça que les villages sont considérés comme les milieux. Mais quand des conflits arrivent au niveau de villages où les gens se connaissent très bien, il y a quelque chose, comme on dit, il y a... Oui, il y a une main noire. Il y a une main noire. Merci beaucoup, M. Noël, pour la parole. Le président de l'APK et certaines personnes sont allées voir le président de l'Assemblée nationale pour lui parler de ce problème d'insécurité. Et M. Mbosso leur a dit qu'on doit mettre en place une commission de paix. Et je me suis posé la question, cette commission de paix, on va inviter qui? Qui sera là pour parler de paix? Les Teke et les Yaka? Ou qui? Alors lorsque vous regardez de près, moi je pense qu'on doit évoluer dans les enquêtes. Quelqu'un a dit ici, on doit savoir d'où viennent ces personnes, qui les approvisionnent en machettes, en armes, ainsi de suite, et où ils se casent. Ils restent où ces gens? Ils viennent, ils opèrent et ils repartent de l'autre côté de la rive. Qu'est-ce qu'ils font? Et nos services de sécurité peuvent faire des enquêtes et donner ces éléments-là pour que nos autorités puissent prendre les bonnes décisions. Au Conseil des ministres, il a été dit qu'on a déployé les FARDC de l'autre côté pour sécuriser cet endroit, mais on continue à compter des morts. Donc là, vous comprenez que nous sommes infiltrés. Il y a des forces étrangères qui opèrent ici. Alors nous aussi, nous devons avoir le courage d'exfiltrer, de mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi nos autorités ne le font pas? Nous attendons toujours que la situation se gâte pour que nous puissions prendre des décisions courageuses. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'Est. On nous a endormis avec des accords. Il faut respecter les accords. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, ce problème vient à l'ouest du pays. Doit-on toujours adopter le même comportement?
Non, moi je pense qu'il faut passer à l'étape suivante, exercer la force, attraper ces gens-là qui utilisent des machettes, qui tuent nos frères, qui tuent nos mamans. C'est une culture que nous ne connaissons pas. Mais ce sont ces étrangers-là qui nous infiltrent et nous tuent parce qu'on aurait découvert le coltan à Maïndombe, on aurait découvert des minerais dans cette partie-là de la République. Et on veut appliquer la même approche que l'Est, c'est-à-dire tuer les gens, créer le chaos pour que la population se déplace et après, eux viendront s'implanter. Nous ne connaissons pas ça. Vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas d'amis. Nous n'avons que des ennemis. Et nos ennemis, c'est leur modus operandi. Mais nous sommes là qu'à dénoncer, à nous plaindre. Voilà, ils sont avancés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Le problème. Moi, je pense que l'administration, je ne comprends pas. Nous avons connu le problème des Agnélés. Ce sont les traversés, ils sont installés, se réfugiés en face. Nous avons connu le problème de Yumbi. Les gens sont partis, se réfugiés en face. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes. De Kwamout, oui. Alors, à l'époque de Mobutu, où il n'y avait pas de guerre, nous avions des forces navales qui surveillaient le long du fleuve. Des forces navales, jour et nuit, veillaient sur le fleuve. N'importe qui ne pouvait pas traverser n'importe comment. Mais aujourd'hui que nous avons des problèmes, je ne vois pas les forces navales surveiller. Est-ce qu'on doit laisser cet espace libre comme ça, où n'importe qui peut entrer quand il veut et comme il veut? Et surtout que l'agresseur, qui est bien connu, le Rwanda, se retrouve ici en face. Comment est-ce qu'on peut laisser cet espace libre comme ça? Donc, c'est un problème, hein, très sérieux. Très sérieux. Ok. SADC. Vous savez bien que le chef d'État, dernièrement, était à Windhoek pour une réunion de la SADC. Et les problèmes M23 est là. Les forces régionales venant de la communauté de l'Est, auxquelles nous avons fait appel pour nous venir au secours, ne fait absolument rien, suivant l'exemple des gens de MONUSCO. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, la SADC peut être comme ce que la Bible nous dit, la chance de le bon vin qui vient en dernière minute. Le bon vin qui vient en dernière minute, oui, monsieur. Non, ça veut dire que les termes de l'accord doivent être, on l'a dit dernièrement ici, doivent être très clairs. Hein, la République démocratique du Congo doit savoir ce qu'elle veut, hein, par rapport au soutien que doivent apporter les forces de la SADC, tout simplement. Donc, si la SADC vient en force d'interposition, ça ne nous arrange pas. Elle doit venir en force d'appui au FARDC pour bouter hors du territoire national les terroristes du M23. Ça, c'est de 1. De 2, pour que cette force soit efficace, elle doit avoir un commandement intégré, c'est-à-dire avec les officiers congolais, qui sont efficaces, qui connaissent le terrain. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on devait mettre à la tête de force de la SADC un général congolais. Quelqu'un qui a de l'expérience du terrain, qui doit être breveté d'état-major ou autre, mais qui prend les choses en main et qui sait dire par rapport aux instructions qui recevra du commandant suprême, voilà ce que nous espérons de votre appui. Pas qu'on se retrouve avec des gens qui laissent des couloirs par Bunaganda pour faire entrer les ravitaillements, qui laissent des couloirs par je sais pas où, pour dire que non, on n'est pas venu pour se battre contre nos frères nilotiques, nous sommes là juste pour essayer de les cantonner ou les aider à ne plus avancer. Non, il faut arrêter avec ça. Donc, mais moi j'ai confiance, je sais que la SADC dans le passé avec Mosé, hein, ils ont quand même fait preuve de solidarité envers le peuple congolais, donc on peut aller de l'avant avec eux. Voilà. Oui, monsieur. Bon, moi je pense à l'ère actuelle, le problème sécuritaire dépasse largement les clivages politiques
Et tous ces problèmes de guerre, moi je pense que la classe politique tout entière, opposition comme la majorité au pouvoir, ils doivent se mettre ensemble, qu'on trouve d'abord une solution durable. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'une des revendications de l'opposition sur le marche aujourd'hui, c'était la vie chère. Mais on a suivi Kazadi. Il a dit qu'aujourd'hui, les problèmes sécuritaires et l'un des problèmes budgétivores. Et si même cet argent-là, on mettait dans l'agriculture qu'on vient même d'évoquer ici, ça pourrait donner quand même une solution. Mais on a en face le problème de la guerre. Il y a eu la MONUSCO qui date, l'EAC qui vient de tergiverser, des missions du général en tête, aujourd'hui la SADC. La panacée à tous les problèmes sécuritaires aujourd'hui dans notre pays, c'est de nous organiser. Planifier, avoir un objectif commun de tous les Congolais. Parce que ça ne regarde pas l'opposition ni la majorité. Tournons tous derrière l'autorité, parlons-en ensemble, si même les idées viendront de l'opposition, trouvons d'abord solution. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas si les élections c'est une panacée, parce que même s'il y a élection aujourd'hui, il y a eu un autre gouvernement ou un élu présidentiel, il trouvera le même problème sécuritaire. Tant qu'on n'aura pas résolu, nous aurons toujours des problèmes. Et le fonctionnement d'un État, c'est un tout. Quand il y a un problème sécuritaire, ça produira des problèmes économiques, sociaux, ainsi de suite. Et nous serons toujours dans des crises qui vont toujours régner dans notre société. Je pense que nous devons être trop regardants, c'est là. Quant à SADC, bon, je ne sais pas, hier, ils ont quand même fait de preuves avec la Namibie, le Zimbabwe, avec l'esprit anglo-saxon. Je pense que s'ils sont aussi sérieux, ils vont respecter leur engagement d'appuyer les FARDC. Ça sera un début de solution. Monsieur Yombi, je respecte tous ces avis ici. Je veux partir d'une phrase d'Albert Einstein. C'est très connu. Tout problème doit avoir une solution. La solution pour moi n'est pas compliquée. Nous avons tous réfléchi sur la question des solutions. Les idées ont été libérées. Mais la solution... Vous qui êtes expert, oui. Le chef d'État, en faisant appel, cette fois-ci, aux forces de la SADC, oui, avait dit que les amis de l'EAC doivent nous quitter au mois de juin. Supposons que ces gens refusent de quitter au mois de juin. Une très bonne question. Que faut-il faire? Une très bonne question. Déjà, si le chef d'État savait ce que c'est une balkanisation, il n'aurait pas eu le temps même d'en parler. Parce que dans le plan de balkanisation, ce que nos têtes ont appliqué en 2013, je le savais depuis 1989 aux États-Unis. C'est quoi? Pour réussir, il faut d'abord faire infiltrer dans les forces. Donc, mon frère ici disait, non, il n'y a pas à renforcer, il faut restructurer les services de sécurité. Parce que Obwenge qui nous dirige, il dirige tous les chefs de sécurité. Moi, je le cite parce que je sais de mon chef de l'État, tous les chefs de sécurité aujourd'hui sont faits par Obwenge qui est coordonné par James Kabarebe. Moi, je le sais depuis les États-Unis. J'ai démissionné en 2005 dans ces plans. Donc maintenant, ils ont réussi en 2013 à nous mettre dans nos forces. Il ne faut pas renforcer. Il faut renforcer quoi? Ce sont des hommes intelligents. Il faut restructurer pour modifier les rapports de force. C'est ça qui compte. Il n'y a pas de répété à faire. Alors, M. Lendo. Noël, je veux rappeler la mémoire d'un grand officier congolais, fait le général Félix Boudjamabé. Au plus fort de la guerre, Moutebouzi, Nabiola, Boudjamabé revient. Bukavu. Boudjamabé, on a appris qu'il était disparu lui aussi. Et 1h du matin, il m'appelle par satellitaire, viens à nous, Félix, à mon général. Il me parle de cette guerre. Mais il me dit quelque chose après, il me dira, tu sais quoi, t'en fais pas, ce sont des petits Rwandais ici. Tu sais qu'à Gisenyi, quand un enfant pleure, on lui dit, Boudjamabé Azoya, l'enfant arrête. Boudjamabé. Et aussi, aujourd'hui, je ne comprends pas trop bien les paramètres de cette guerre. Mais néanmoins, nous avons un passé Noël. Rapidement, nous avons connu la guerre de 80 jours avec le maréchal Mobutu. Et je me souviens à l'époque, il y avait aussi OIA, il y avait ceci, des organisations régionales, et ainsi de suite. Mais Mobutu a recouru à la coopération militaire avec la France, à la coopération militaire avec le Maroc. Nous savons ce que les parachutistes français ont fait. Nous savons ce que les éléments du feu, le colonel Loubaris,
qui a été quinois, jeune, éveillé, et qui n'est pas connu les exploits de certains loubaris dans la reprise de l'aéroport de Kolwezi, dans la reprise de Muchacha. Mais nous avons aussi des coopérations bilatérales, militaires. Peut-être lui, l'expert en sécurité, nous en dira plus. Mais pourquoi on ne ferait pas appel à une armée, vraiment un pays ami, dans le cadre de la coopération bilatérale militaire? Tchadiens, venez, donnez-nous un contingent, comme nous l'avons fait avec nos frères du Tchad, contre Kadhafi. Ce sont les éléments de la 31e brigade avec feu le général Maïle. Ils ont laissé des traces là-bas. Pourquoi on ne le ferait pas? La bande à Oudjo a été récupérée par nos éléments. Ouais. Noël. Je ne comprends pas trop bien. Nous avons eu, et nous avons encore de Boudjamabé dans l'armée. Il a dit la méritocratie militaire. Quittons cette histoire d'erreur, de la légèreté, Noël. Confions des choses à des gens qui le méritent. Et nous en avons ici, même dans l'armée. Oui, alors Robert, rapidement, nous avons... Oui, il y a le souhait, mais il y a le fait. Je crois que la question est posée que les forces, celui qui est censé engager la République à Windhoek, il a accepté que les forces arrivent. Mais il y a une sagesse de chez nous qui dit, si tu perds un membre de ta famille, et nous qui venons pour compatir avec toi, si nous te trouvons avec des bouteilles de tembo, est-ce que tu demanderas à ceux qui viennent te compatir de pleurer? Ils viennent boire. Ils viendront quoi? Boire. Ils viendront boire. Mais si ceux qui viennent compatir te trouvent avec des yeux rouges, de larmes en train de couler, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui prendrait une bouteille de tembo? Absolument pas. Absolument pas. Ils vont partager le malheur, la douleur. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais croire que parce qu'on a appelé une force extérieure et notre armée dit oui, maintenant nous vous mettons Boyaki, non. Il faut d'abord que l'autodétermination, l'engagement et de l'armée congolaise et de la population congolaise, qu'on sente que c'est notre pays et nous sommes déterminés à pouvoir le faire. Ceux qui viennent ne peuvent pas jouer. Ils vont nous accompagner dans la lutte parce que nous-mêmes, on est déterminés. C'est ça qui doit être le comportement le premier dans le chef de notre armée et dans le chef de la population congolaise. La SADC, c'est une organisation sous-régionale. La diplomatie a plusieurs ramifications. Dernièrement, parce que dans le débat, le Rwanda n'est pas membre de la SADC, mais a envoyé des troupes au Mozambique dans le cadre de la lutte contre ce qu'on appelle les terroristes au Mozambique. Ce qui fait qu'il y a des pays membres, les intérêts vont vous jouer. J'ai suivi à un moment quand j'ai participé à ces réunions, vous sentez que lorsque vous parlez du Rwanda, le Mozambique se réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a des troupes rwandaises au Mozambique pour défendre le Mozambique qui est un pays membre de la SADC. Avec le soutien de la France. Voilà aussi Mozambique. C'est dans un contexte parce qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le Rwanda est en Mozambique au nom de la France. C'est la France qui sous-traite ses interventions militaires en Afrique. Non, mais écoutez, j'ai dit, mais c'est eux qui financent. Oui, le financement peut être français. Oui, mais les troupes qui sont au Mozambique sont des troupes rwandaises. On sait. On sait, alors, Robert. Professeur? Oui, on sait, Robert. Les questions sont beaucoup plus complexes. Que faut-il faire pour éviter la duperie de l'EAC? Je vais revenir au passé. Aucun pays dans le monde n'a gagné une guerre seul. Si on prend, la France a été envahie par l'Allemagne a envahi plusieurs pays. Pour sortir de cette guerre-là, il a fallu qu'il y ait des alliés. Mais à l'intérieur du territoire, il y avait des nationalistes sous la coordination de De Gaulle qui ont permis à ce que ces choses se passent. Nous avons un cas tout à fait récent avec l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre, mais l'Ukraine est appuyée par d'autres pays. Donc il ne faut pas considérer que quand un pays vient pour aider ou bien une organisation, c'est une faiblesse. Mais le plus important, c'est quoi?
c'est de s'organiser pour avoir les moyens militaires nécessaires pour résister d'abord soi-même. Et ceux qui viennent en appoint. Il ne faut pas que ceux qui viennent commencent à attaquer alors que les forces ne sont pas là. Alors, la grande difficulté, c'est que nos forces étaient infiltrées, tout le monde le sait, mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une organisation, et cette organisation, sans cohésion nationale, sans conscience de la part des uns et des autres, que si ça change aujourd'hui, demain, on retrouvera le même problème. Les rébellions n'ont pas commencé aujourd'hui. En 60, il y a eu le Katanga. Il y avait des Belges qui étaient là-dedans. En 64, il y a eu Bukavu, qu'on appelait Consternanceville, avec Jan Skram. Mais ça n'a pas commencé. Donc, nous avons un problème qui date de longtemps. Cette histoire de balkanisation a commencé en réalité à partir des années 1970. Ce sont des vieux plans. On ne va pas résoudre ce problème-là dans l'immédiat, comme les Congolais pensent. Ce n'est pas le pouvoir actuel qui va résoudre un problème vieux de 50 ans. Il faut y aller progressivement, en s'organisant, en se dotant les moyens. Et dans ce monde, il y a des puissances qui défendent les intérêts du Congo. Il faut aller vers ces puissances-là pour s'armer, parce que si vous n'avez pas les capacités militaires pour faire peur à l'ennemi, vous allez avoir des problèmes. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Ok. Nous n'avons pas terminé le dossier de l'insécurité au Congo, mais il y a un livre qui circule en France, qui se fait parler. Ce livre a comme auteur, c'est un Camerounais répondant au nom de Charles Onana. Le titre du livre, c'est Holocauste au Congo. Il a mené 2 enquêtes sérieusement. Et ce monsieur n'a jamais été au Congo, il n'a jamais vu les autorités congolaises. La semaine dernière, Charles Onana voulait tenir une conférence sur le Congo à Paris, mais cette conférence n'a pas eu lieu parce que le maire de la ville de Paris avait refusé que la conférence se tienne. Et au niveau de notre pays, moi je pense que ces livres qui parlent de problèmes que nous ignorons complètement, nous, Congolais, il y a lieu de passer une, professeur, il y a lieu de passer une commande spéciale pour que l'Holocauste au Congo soit étudié et dans les écoles primaires, secondaires et même au niveau universitaire. Et je vous informe que les lobbies pro-rwandais ont déjà tout acheté. Ce n'est plus en circulation. Mais on peut rééditer. On peut rééditer. Bon, il faut vous demander à Charles Onana de venir ici et envisager même d'organiser une conférence internationale pour... Voilà, justement. On en parle maintenant. Donc, voilà. Que Onana soit invité pour qu'il vienne nous parler de ces livres et que le pouvoir puisse commander ces livres. Mesdames et messieurs, nous savons bien que vous attendiez qu'on parle plus de l'EAC et de la SADC. Ce n'est qu'une partie remise. Nous reviendrons la semaine prochaine là-dessus et on va aller en profondeur. Que les problèmes de Tekeyaka, nous demandons à ce que la presse puisse changer la façon de le présenter. Ce n'est pas un problème Tekeyaka, c'est un problème qui... Ça donne déjà une identité politique. Donc, sur cet espace n'est pas seulement occupé par les Teke et les Yaka, cet espace est occupé par plusieurs ethnies. Toutes les tribus du Congo. Voilà. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous la semaine prochaine. Merci, professeur, d'avoir consacré beaucoup de temps pour cette émission. Je vous en prie, avec plaisir. Et nous espérons que vous répondez chaque fois à notre invitation. Si vous êtes à Kinshasa, comme vous êtes devenu un pigeon voyageur, c'est rare de rester 2 mois à Kinshasa. Alors, merci les intervenants, merci la réalisation et votre équipe technique. À vous tous, dans vos maisons, nous vous disons bon dimanche. Et la rediffusion, c'est le mardi. Cette émission passe sur YouTube aussi. Au revoir.
kaka boswaki na boyokani bodiso na te bokosi bwa bayenga unité kosi